il est maintenant interdit pour les non-canadiens d'acheter des biens immobiliers au Canada depuis le 1er janvier. C'est une loi qui est passée dans laquelle le gouvernement canadien interdit à toute personne qui n'est pas canadienne d'acheter des biens immobiliers au Canada. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer un peu plus dans le détail qu'est-ce que c'est que cette loi. On va vraiment entrer dans les détails puis dans les spécificités. Et je vais aussi te dire comment faire pour réussir à acheter un bien immobilier au Canada si tu n'es pas canadien, tout en respectant la loi. C'est parti. Salut, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Uriel Bigot, je suis un investisseur immobilier. Sur cette chaîne, je te parle beaucoup d'immobilier, d'entrepreneuriat, de mindset, car je pense que ce sont les choses qui sont indispensables si on veut développer notre communauté et prospérer financièrement. Alors, si tu es nouveau sur ma chaîne, pense bien à t'abonner et à activer les notifications pour être informé dès que je produis du nouveau contenu. C'est parti. Donc, si l'immobilier t'intéresse un peu, tu as dû sans doute voir passer dans les médias une flopée d'articles qui disaient qu'il n'est plus possible pour des non-canadiens d'acheter des biens immobiliers au Canada, qu'à partir du 1er janvier 2023, ils auront l'interdiction d'acheter et que c'est une mesure qui est mise en place afin de stopper la spéculation et la flambée des prix. Bullshit. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un peu du gros n'importe quoi. Très souvent, les médias sont beaucoup sur des titres sensationnels afin d'aller chercher des clics. Ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais vraiment passer à travers l'article. J'ai pris le temps de le lire dans le détail. Donc, pas seulement les journaux, mais vraiment aussi l'article de loi en lui-même. Je mettrai d'ailleurs le lien dans la description pour que tu puisses le consulter. Ce que je vais vraiment faire, c'est te dire au fait que dit la loi, à qui ça s'applique. Je parlerai aussi des exceptions parce que bien sûr, il y en a qui sont prévues. Je te dirai ce que tu risques de recevoir comme pénalité ou comme amende ou comme jugement si jamais tu contreviens à cette loi. Et je finirai par te dire finalement comment tu peux faire pour quand même réussir à acheter un bien immobilier au Canada légalement, sans contourner la loi, totalement en la respectant en fait. Alright? Donc, premier point, qu'est-ce qu'elle dit cette loi? Ce que la loi dit, c'est qu'il est interdit à toute personne qui n'est pas canadienne d'acheter un bien immobilier au Canada à partir du 1er janvier. Donc, bien sûr, si tu avais commencé ta transaction avant, tu peux la terminer. Qu'est-ce qu'on appelle un non-canadien? Finalement, un non-canadien, dans le sens de cette loi-là, c'est toute personne qui n'est pas dans les trois catégories suivantes. C'est-à-dire soit canadien, soit un indien, au sens de la loi, ou bien un résident permanent. Ça veut donc dire que si tu es un résident permanent, si tu es un Indien ou si tu es un Canadien, donc si tu as un passeport canadien, cette loi ne s'applique pas à toi et tu peux continuer à vaquer à tes occupations, continuer à enchaîner les acquisitions et te monter un petit parc immobilier. Qu'est-ce qu'elle dit aussi? Elle dit que les non-canadiens n'auront pas le droit d'acheter des bâtiments non résidentiels. Et c'est là qu'il y a une nuance qui est intéressante parce qu'en gros, ce qu'ils entendent par résidentiel, c'est la maison, du condo, du duplex et du triplex. On parle de 1 jusqu'à 3. Ensuite, quelle est la durée de cette loi-là? C'est une loi qui va s'appliquer pendant 2 ans, donc du 1er janvier 2023 jusqu'au 1er janvier 2025. Et si tu lis un peu entre les lignes, petite parenthèse, c'est que, à mon sens, la manière dont les autorités qui ont mis en place cette loi-là voient les choses, c'est qu'on est censé avoir une relance de l'économie, un nouveau boom à partir de 2025. Leur idée, c'est de dire qu'ils vont tempérer le marché pendant 2 ans. C'est pour ça que la loi a été définie de façon temporaire pendant 2 ans. Ce que tu vas savoir, c'est aussi une loi qui a été soutenue par finalement, je pense que 4 sur 5 des partis canadiens avaient proposé cette loi-là avant les élections. Et là, le parti libéral en faisait partie. Ils ont gagné les élections au niveau Canada, ils l'ont mis en place, ils sont alignés avec ce qu'ils avaient prévu. Donc, pas vraiment une surprise, ça avait été annoncé vers la fin de l'année dernière, c'est entré en vigueur comme prévu le 1er, donc pas vraiment de surprise. Un point aussi important, et si tu me suis, tu sais que j'investis beaucoup à travers des sociétés. Donc, dans cette notion de non-canadien, ça inclut aussi les sociétés, donc une fiducie, un trust, une compagnie incorporée, qui serait contrôlée par des non-canadiens. Si cette compagnie est contrôlée par des non-canadiens, alors c'est considéré comme étant un non-canadien, et donc cette société ne peut pas acheter. Donc, je te vois déjà, petit malin, si ton plan c'était de dire, je vais créer une compagnie, je vais acheter avec, non, ça ne marche pas. Donc, si tu n'es pas dans les 3 catégories que j'ai citées préalablement, tu ne pourras pas acheter un bâtiment de 1 à 3 logements. Mais bien sûr, il y a toujours des exceptions. Et je vais les couvrir. Il y en a qui vont peut-être moins s'appliquer à toi. Si tu me suis dans mes vidéos, si tu fais partie de mon audience, il y en a qui vont peut-être moins s'appliquer à toi, mais je trouvais intéressant quand même de les couvrir et de passer à travers. Donc, la première exception, bien sûr, c'est les États étrangers. C'est-à-dire que si un État étranger veut acheter un bien pour en faire un consulat, ils pourront quand même le faire. La deuxième exception, c'est les sociétés qui sont cotées en bourse. Ça ne s'applique sans doute pas à toi, mais si tu as une compagnie qui est cotée en bourse sur la bourse de Toronto,
tu pourras quand même acheter des biens immobiliers, tu pourras quand même acheter un bien résidentiel. Et dernière exception, c'est si tu es le conjoint, c'est-à-dire si toi et ton conjoint voulez faire un achat et que ton conjoint est déjà soit indien, soit résident permanent, soit canadien, ben, tu pourras acheter avec ton conjoint. Donc, petite annonce, spoiler alert, j'ai 2-3 potes qui sont célibataires. Si ça vous intéresse, je vous branche avec eux, vous vous arrangez, c'est pas mes problèmes, je vais pas savoir ce qui se passe, mais ça peut être une solution. Non, je rigole, on ne va pas aller se marier juste pour acheter un bien immobilier, mais sache quand même que la loi le prévoit, donc il y a une exception qui est présente. Si jamais ton conjoint est déjà canadien ou résident permanent, bah, tu pourras acheter avec lui. Un petit point d'attention aussi, c'est qu'il a été évoqué dans les journaux, mais je n'ai pas trouvé dans l'article de loi à ce point-là. Il disait qu'ils allaient mettre en place une exception pour les travailleurs qui étaient en cours d'obtention de leur résidence permanente, donc soit les étudiants et les travailleurs qui ont permis de travail qui sont en cours d'obtention de leur résidence permanente. Ils vont mettre une exception en place pour cela. Je ne l'ai pas vu dans la loi, alors je ne me prononcerai pas dessus. Je l'ai lu sur certains forums, mais encore une fois, ce qui fait foi, c'est vraiment la loi. Petit point d'attention, si jamais tu t'amuses à contrevenir à cette loi-là, et je t'ai dit tout à l'heure, je te dirais comment faire pour quand même réussir à acheter. Ce dont je te parlais tout à l'heure, c'est purement légal, c'est totalement inscrit dans la logique de la loi. On n'en fera aucune loi sur cette chaîne-ci. Si jamais tu en viens à contrevenir à cette loi-là, ce qui va s'arriver, c'est la chose suivante. D'abord, tu vas taper une amende de 10 000 $. Bah, on va dire, tu me diras, si tu achètes un bien d'1 million, c'est pas grand-chose, c'est pas la fin du monde. C'est pas vraiment assez punitif à mon sens, mais bref, c'est comme ça que la loi est faite. Si jamais tu contreviens à cette loi-là, tu auras droit à une amende de 10 000 $. Mais là où ça fait mal, c'est qu'on pourrait t'obliger à vendre le bien. Et pire, dans le cas où tu serais contraint de vendre ce bien-là, tu ne pourrais pas le vendre plus cher que le prix d'achat. C'est très dissuasif. Ce dernier point-là est vraiment dissuasif. Donc, c'est-à-dire, si tu t'amuses à acheter un bien alors que tu n'as pas le droit de le faire, tu ne rentres pas dans les conditions et que derrière, tu te fais attraper, on pourrait te contraindre à le vendre au prix auquel tu l'as acheté, juste en considérant les frais que tu as encourus pour l'acheter, donc les frais de notaire, les taxes de bienvenue, bah, ce serait quand même une perte sèche. Donc, clairement, ce n'est pas quelque chose que tu veux faire, ce n'est pas quelque chose que j'encourage, et qu'au contraire, je le déconseille fortement. L'autre point aussi que je voulais couvrir, c'est pourquoi ils font tout ça. Parce que ceux qui nous gouvernent ont décidé que c'était une bonne mesure à prendre pour calmer le marché immobilier, parce que d'après eux, c'est à cause des acheteurs étrangers que le marché spécule. Donc, ce qu'ils appellent étrangers, c'est par exemple des gens qui viennent directement de Chine, d'Europe de l'Est, des États-Unis, qui viennent pour acheter des biens ici. Et d'après eux, c'est pour ça que le marché est en train d'exploser. Encore une fois, on se fait avoir, puis c'est souvent le cas dans les médias, c'est souvent le cas en période électorale, c'est souvent le cas quand on a des gouvernements qui veulent aller grappiller des voix. Quand je prends le Québec, par exemple, le pourcentage de biens achetés par des étrangers est de 1%. Ne viens pas me dire que c'est ce 1% qui fout le dawa dans le marché. Ce n'est pas le 1% qui casse tout, mais parce que la croyance populaire au niveau des classes un peu plus pauvres est de dire que la raison pour laquelle elles n'arrivent pas à acheter, c'est à cause de ces grands riches étrangers qui viennent tout ramasser. Le gouvernement, en essayant d'aller chercher des voix, a décidé de dire bah, c'est à cause d'eux, et donc on va faire passer une loi. Et donc, ça va calmer le problème. Le plus drôle, c'est qu'il y a eu un article, je pense, dans Le Devoir, où est-ce qu'ils ont demandé au ministre responsable de l'immobilier de commenter. Puis il a décliné, il a dit non, moi, je ne veux pas en parler. Forcément, parce qu'il y a un petit malaise là-dessus. On s'entend que 1%, c'est pas grand-chose. C'est pas ça qui change le marché. Tout disclaimer, il faut aussi être honnête, quand tu regardes dans les provinces, comme par exemple l'Ontario, Toronto ou bien Vancouver, donc en BC, les pourcentages sont beaucoup plus élevés. Pourquoi? Quand tu vas par exemple à Vancouver, on est plus proche de l'Asie. J'ai eu moi-même à faire des transactions où j'ai eu beaucoup d'Asiatiques. C'est des gens effectivement qui viennent avec des gros portefeuilles et qui mettent des grosses mises de fonds et qui mettent des gros montants et qui tirent le marché vers le haut. Mais on va dire que Québec, on est un peu moins impacté. Et là où c'est un peu fou parce que cette loi-là, ce qu'elle fait surtout, c'est qu'elle vient empêcher des gens comme toi. La plupart des gens qui me suivent, si tu fais partie de mon audience, c'est peut-être parce que tu es originaire de la France ou tu es originaire de la Belgique ou tu es originaire de l'Afrique. Tu n'as pas encore ta résidence permanente et tu veux acheter. Puis ça me fait penser à l'histoire de, je parlais à quelqu'un, un Narcisse, qui était venu à un de mes événements et il m'expliquait effectivement qu'il voulait acheter, mais qu'aujourd'hui, à cause de cette loi-là, il ne peut plus le faire. Et c'est un peu dommage parce que cette loi-là, elle est initialement faite pour empêcher les gens qui viennent de l'étranger, mais ce qu'elle finit par faire, c'est aussi empêcher les gens qui sont présents sur le territoire, des gens qui travaillent dur, des gens qui payent leurs impôts et qui veulent juste participer au rêve québécois, au rêve canadien et acheter un actif afin de pouvoir derrière avoir quelque chose à laisser à leurs enfants. Donc c'est là où est-ce que cette loi est un peu chienne. Je comprends l'idée, c'est de dire qu'on va faire fuir les acheteurs étrangers, on va mettre une barrière à l'entrée pour les acheteurs étrangers, mais à ce moment-là, ils auraient pu revoir la loi ou introduire des exceptions pour permettre à des gens comme toi, peut-être qui vivent au Canada depuis 2 ans,
qui est résident, qui n'est pas encore résident permanent, mais qui a déjà peut-être ton CSQ, ou qui a un permis de travail qui s'apprête à aller chercher ta résidence permanente, bah, ils auraient pu faire des exceptions pour toi parce que clairement 2023 et 2024 vont être des années extraordinaires parce que justement, il y a de moins en moins de gens qui sont intéressés à acheter et c'est là qu'on fait. On rentre quand tout le monde veut sortir et c'est là qu'on fait de belles transactions. Une fois que j'ai dit ça, j'avais promis que j'allais te donner la solution pour réussir à acheter. J'insiste, que je m'apprête à dire est totalement légal. Au fait, tout simplement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lu la loi. D'accord? J'ai lu la loi et j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qu'elle voulait mettre de l'avant. D'abord, si tu veux réussir à acheter, si tu n'es pas canadien, donc tu n'es pas résident permanent, tu n'es pas un Indien, tu n'es pas canadien, bah, tu peux quand même acheter. Parce que la loi, ce qu'elle interdit, c'est d'acheter des biens de 1 à 3 logements. Et elle est là la nuance. On est purement dans le résidentiel. Donc d'abord, si tu voulais acheter par exemple un bâtiment commercial, tu pourrais le faire. Par commercial ici, j'entends par exemple un bâtiment que tu mettras en location avec un restaurant ou bien que tu mettrais en location un dépanneur par exemple. Donc là, tu serais dans du commercial et tu as le droit de le faire. Deuxièmement, ce que tu peux faire aussi, c'est aller chercher des bâtiments plus gros. Donc 4 logements et plus. On va prendre l'exemple du 4 logements. Si tu veux l'acheter en propriétaire occupant, ta mise de fonds serait à peu près de 10%. Si tu veux l'acheter purement en investissement, ta mise de fonds serait de 20%. Et tu peux même aller acheter aussi un bâtiment de 5, 6, 7, 8 logements. La loi n'interdit pas d'acheter du multilogement. Ce qu'elle dit, c'est que de 1 à 3 logements inclus, tu ne peux pas. Donc, tout ce qui est au-dessus, tu peux. Et c'est là où c'est magnifique. Tu me diras, ouais, Uriel, il coûte 1 million, c'est beaucoup d'argent, la mise de fonds est élevée. Donc, la mise de fonds sur un bâtiment d'1 million, ou pour être précis, la mise de fonds sur un bâtiment qui est de moins d'1 million, donc 999 999, c'est de 10%, donc on va dire 100 000. Alors que dès que tu passes à 1 million et plus, donc il y a un petit quelque chose de fun. Dès que tu passes à 1 million, ça jump, ça passe à 20%, donc c'est-à-dire 200 000. Oui, effectivement, c'est des belles mises de fonds, c'est des grosses mises de fonds, mais c'est là où rentre en jeu tout ce que j'appelle des mises de fonds alternatives. On a cette mauvaise pensée de penser que pour acheter, il faut économiser de sa poche, billet par billet. La solution, en fait, c'est d'utiliser ce qu'on appelle les mises de fonds alternatives. J'ai développé un système qui s'appelle le système OPM qui me permet d'aller chercher des montants très, très importants en mise de fonds alternatives. Donc, finalement, qu'est-ce que c'est que les mises de fonds alternatives? C'est tout ce qui n'est pas une mise de fonds classique. La mise de fonds classique étant l'argent que tu as cotisé tous les mois et que tu as mis de côté tous les mois pour acheter ton bien. Et là, je t'entends déjà me dire que oui, mais réellement, on n'accepte pas les mises de fonds alternatives. C'est faux. Un bel exemple de mise de fonds alternative, c'est ce qu'on appelle le collatéral. Qu'est-ce que c'est que le collatéral? Je te donne un exemple simple. Tu veux acheter un bâtiment à 100 000, tu dois mettre 20 000 de ta poche et la banque doit mettre 80 000. Si tu as un bâtiment sur lequel tu as plus de 20 000 de valeur, par exemple, tu as un autre bâtiment qui vaut 100 000 et tu dois seulement 50 000 dessus, la banque est capable de dire, surtout si le bien avec elle, bah moi, je considère que je te gèle un 20 000 sur ce bâtiment-là. Et moi, je mets et elle met aussi le 80 000 de différence. Donc, finalement, tu vas acheter un bâtiment sans jamais mettre de l'argent de ta poche. C'est ce qu'on appelle un collatéral. Je t'invite à regarder sur Internet, financement bancaire collatéral. Les banques le font très régulièrement. Les banques, au fait, acceptent toute forme de mise de fonds à condition que qu'il y ait de la place dans tes ratios. Les ratios, qu'est-ce que c'est? C'est qu'elles vont regarder tes revenus, elles vont regarder tes dépenses avant que tu achètes le bâtiment et les dépenses après que tu as acheté les bâtiments. Et si le pourcentage est bon, ils vont te dire oui. Et que tu utilises des marges de crédit, des cartes de crédit, de l'argent qui vient d'une autre personne, peu importe la source de la mise de fonds, ce que la banque va ultimement faire, c'est de dire, est-ce que ces ratios sont bons? Et elle te donnera quand même le prêt. Premier point. Deuxième point, la question que tu dois te dire, c'est vrai, là, mais c'est bien beau, mais là, tu me parles d'un 4 logements qui vaut 1 million, c'est 100 000, j'ai pas 100 000. La beauté, c'est que grâce à mon système OPM, en fait, OPM, c'est un acronyme pour dire O de People Money, ou O pour ordonner, P pour préparer et M pour maîtriser. Je vais t'expliquer tout à l'heure ce que c'est. Tu vas être en mesure d'aller chercher des montants considérables. Et quand je parle de montants considérables, on part jusqu'à 500 000 et pour certaines personnes, certaines exceptions, jusqu'à 1 million. En fait, si tu veux, ce que tu dois comprendre, c'est que les banques vivent en prêtant de l'argent. Elles veulent te prêter de l'argent, elles veulent te donner de l'argent. Donc, la beauté avec les mises de fonds alternatives, c'est que tu vas être en mesure de faire les demandes. La première étape, c'est vraiment de mettre de l'ordre dans tes finances, d'ordonner un peu les choses, d'avoir un beau dossier, d'avoir un beau bureau de crédit, d'avoir un peu d'épargne approuvée, d'avoir pas beaucoup de dettes. La deuxième étape, c'est vraiment de préparer finalement les rencontres avec ces banques-là. Donc, tu prends rendez-vous avec plusieurs institutions bancaires, tu leur prépares afin de leur présenter ton dossier, de leur dire quel type de client tu es, de leur montrer qu'elles ont tout intérêt à travailler avec toi. Tu dois maîtriser ensuite le M, vraiment maîtriser l'entretien, la conversation que tu vas avoir
avec le conseil que tu vas avoir en face de toi, et ce, à travers tout un ensemble d'étapes de préparation qu'on te donnera dans le cadre de nos programmes, justement, de mise de fonds alternative. Et c'est des choses qui vont te permettre d'aller chercher des montants considérables. Il y a cette mauvaise perception dans nos communautés de penser que la seule façon d'y arriver, c'est vraiment en mettant $1 de côté chaque mois. Penses-tu vraiment que les gens qui ont 300, 400 appartements, chaque fois, ils ont cotisé pour y arriver? Non. Ils ont acheté, ils ont utilisé des mises de fonds alternatives, ils ont acheté un deuxième, utilisé des mises de fonds alternatives, un troisième, et ainsi de suite. Puis ils ont atteint une taille critique qui fait qu'à un moment, les biens eux-mêmes généraient assez finalement de mises de fonds alternatives pour acheter les suivants, et ainsi de suite. Donc oui, tu peux utiliser les mises de fonds alternatives. Oui, tu peux aller chercher des très gros montants avec les mises de fonds alternatives qui sont nécessaires, bien sûr, pour acheter des gros bâtiments. Et dès que tu vas avoir ça, tu vas être en mesure justement d'acheter des gros bâtiments. Et là, je te vois déjà en train de me dire, ouais, mais est-ce que c'est le bon moment d'acheter ou pas? J'ai toute une vidéo dessus, je pense, sur ma chaîne où j'explique vraiment en long, en large. J'ai regardé les chiffres, comment ça a évolué au cours des dernières années. Tu vois, l'immobilier, c'est un marathon. Puis c'est sûr que si tu regardes ça sur une petite fenêtre de 2 ou 3 mois, j'adore ce qui se passe actuellement dans les journaux. On nous dit, ouais, ça a baissé. Bah oui, vous comparez le mois de décembre au mois de juin de la même année. Il y a une saisonnalité qui vient avec l'immobilier. Encore une fois, on veut nous vendre un peu une salade, mais écoute, bref, c'est ça les médias. J'ai toute une vidéo là-dessus où j'explique vraiment en long et en large comment le marché immobilier s'est comporté sur les 5 dernières années et pourquoi je pense qu'il n'est pas dû pour une correction, qu'il n'est pas dû pour se casser la gueule. Donc oui, c'est le bon moment d'acheter, aussi surtout parce que il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça aujourd'hui, qui se disent c'est pas le bon moment d'acheter, les taux sont trop élevés, donc je ne vais pas acheter. Donc il y a beaucoup moins d'acheteurs sur le marché. Et pour moi, c'est une opportunité parce que le vendeur qui avant avait 3, 4, 5, 6, 10 offres, maintenant, il n'en a plus aucune. Du coup, moi, quand je vais l'approcher, je vais le négocier au bout, comme on dit, je vais tirer les prix vers le bas. Donc, c'est toujours une question de perspective. Soit on regarde les choses en se disant, oh my God, tout se casse la gueule et je fais rien. Ou bien on se dit, justement parce que tout le monde pense négativement et que tout le monde veut sortir du marché, c'est là où moi je vais entrer. Intelligemment, bien sûr. Donc voilà, si tu veux savoir un peu plus comment ça marche, les mises de fonds alternatives, c'est sûr que si tu es un étranger et que tu veux pouvoir acheter au Canada aujourd'hui, il faut que tu aies acheté des gros bâtiments, du 4 logements et beaucoup plus, du 4 logements, du 5 logements et plus. Et la seule façon d'y arriver, c'est d'avoir beaucoup de mises de fonds. On parle facilement de 100 000. J'ai un programme dans lequel j'accompagne les gens pour aller chercher jusqu'à 100 000 de mises de fonds alternatives et beaucoup plus. On a des programmes, les gens qui sont allés jusqu'à 200, 300 et même un demi-million. Si c'est des choses qui t'intéressent, tu vas trouver dans la description un lien qui va te permettre d'aller voir un peu la description du programme, voir à quoi ça ressemble, voir les témoignages de gens qui l'ont déjà fait. Et tu pourras parler soit à moi ou à un membre de mon équipe. On pourra te présenter le programme et voir si on peut t'accompagner pour aller chercher justement ce genre de mise de fonds afin que toi aussi tu puisses faire ton acquisition. Donc si ça t'intéresse, tu regardes dans la description, tu trouveras un lien pour t'inscrire. Ça fait le tour de ce que je voulais te partager aujourd'hui. À nouveau, quelques points avant que tu t'en ailles. Tu constateras que j'ai mis un micro aujourd'hui. Merci à tous ceux qui m'ont fait le commentaire par rapport au son. J'espère qu'il est de bonne qualité. Je l'ai mis directement en face de moi, donc ça devrait être bon. Quelques points importants. Pense bien à partager cette vidéo. Ça me fera énormément plaisir si tu le fais pour deux raisons. C'est parce que j'essaie de toucher un maximum de monde avec mes messages. Je pense vraiment que notre communauté ne profite pas assez justement de tout l'argent, de toute la richesse qu'on peut aller chercher dans l'immobilier. Mon but, c'est d'aider un maximum d'immigrants, de gens comme toi et moi, à pouvoir s'enrichir grâce à l'immobilier afin qu'ils puissent vivre derrière une vie épanouie suivant leurs propres termes. Ça peut être par exemple de rentrer en Afrique pour construire un village, ça peut être d'aller ouvrir un orphelinat en France, peu importe ce qui t'intéresse. Mon but, c'est que tu puisses aller chercher des revenus additionnels, d'autres sources de revenus, notamment à travers l'immobilier, afin justement d'avoir le choix de vivre ta vie comme tu l'entends. Donc, ça me ferait énormément plaisir si tu peux partager ces vidéos à un maximum de personnes afin qu'ils puissent être au courant de l'information et qu'ils arrêtent de se faire manipuler par les médias. Deuxièmement, ce que je te dirais aussi, c'est mets-moi un gros like, abonne-toi à ma chaîne et surtout mets-moi en commentaire. Qu'est-ce que tu penses de cette loi? Dis-moi dans les commentaires s'il y a d'autres sujets que tu voudrais que je couvre. L'idée de cette vidéo m'est venue finalement en lisant les commentaires sur mes vidéos. Je ne réponds pas forcément à tous les commentaires, il y en a énormément et je vous suis extrêmement reconnaissant de me partager votre opinion. Mets-moi dans les commentaires, dis-moi quels sont les sujets que tu aimerais que tu couvres. Cette année, je vais vraiment mettre le focus sur la communauté, on puisse organiser des événements, qu'on puisse tous se rencontrer, échanger. L'idée, c'est qu'on puisse tous apprendre les uns des autres. Alors, ce serait vraiment, vraiment très apprécié si tu peux mettre un commentaire, mets-moi en commentaire les sujets que tu veux que je couvre. Partage cette vidéo dans tous les groupes WhatsApp dans lesquels tu te trouves. Mets-moi un gros like, ça va permettre à l'algorithme de YouTube de pousser encore plus ma vidéo.
Et je te dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. See ya!